Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le polissage laser de surface métallique, principes, avantages et applications industrielles. Je suis Fanny Charretter, chargée de projet à Alliance Polymère Québec et nous sommes accompagnés aujourd'hui de Solutions Novica avec qui nous organisons ce webinaire. En particulier, nous sommes accompagnés de Christophe Arnaud. Alors Christophe Arnaud est spécialiste en interaction laser-matière laser pour Solutions Novica à la Pocatière. Il a étudié le laser, l'optique et la photonique en France et possède plus de 20 ans d'expérience dans le traitement laser. Monsieur Arnaud a travaillé sur divers lasers, continus et impulsionnels, pour développer le soudage laser des alliages d'aluminium pour l'aéronautique, le polissage laser, la structuration laser par refusion, l'usinage composite laser, la fabrication additive laser par dépôt de métal à base de fils, la texturation et fonctionnalisation de surface par laser ou encore le micro-usinage. Il a collaboré à de nombreux projets industriels menant à des transferts technologiques vers les industries de divers secteurs. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Christophe. Bonjour à tous, puis merci à Alliance Polymère Québec pour l'opportunité de ce webinaire. Je vais pouvoir partager mon écran puis vous introduire un petit peu les procédés de polissage laser. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu du polissage laser, mais surtout les principes du polissage laser, ses avantages et puis quelques applications industrielles. Avant toute chose, donc, j'ai eu cette présentation par Fanny. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis chez Solutions Novica depuis quelques années déjà, en tant que spécialiste de procédés laser. Donc, ça fait plus de 20 ans que je fais des procédés laser dans différents instituts. Ce qui m'a permis de développer cette expertise et aujourd'hui je suis vraiment content de pouvoir vous présenter en fait les possibilités du polissage laser, puis vous allez voir un petit peu les avantages et inconvénients de ces solutions. Rapidement, je vais quand même présenter Novica. Je ne sais pas si tout le monde est dans l'assemblée connaît Novica. Donc, on est un centre collégial de transfert technologique sous forme d'OBNL et on est basé à la Pocatière. Donc, on existe depuis un peu plus de 40 ans. On était parmi les premiers CCTT en fait fondés ici au Québec. Mais chaque CCTT a une expertise différente. Celle de Novica, c'est vraiment la physique. Donc, tout ce qui est activité autour de la physique et les transferts que l'on pourrait faire intègrent forcément des phénomènes physiques. Donc c'est un terrain de jeu quand même assez large, ce qui nous permet de rejoindre beaucoup d'organisations. Puis on a des partenaires chaque année là, qui sont quand même d'horizons assez diversifiés. On parle d'environ 150 partenaires par année dans des administrations parfois qui peuvent être la gestion des déchets nucléaires, qui peuvent être le médical, le transport, etc. Donc on retrouve la physique un petit peu partout. Puis pour vraiment réussir ces transferts, on a besoin d'une équipe vraiment multidisciplinaire. Donc on a environ 60 employés qui sont des ingénieurs, des scientifiques ou des technologues, composés de physiciens qui étudient vraiment avec une expertise dans le génie physique, parfois le génie électrique aussi, génie mécanique, le développement de logiciels également, les procédés laser, mais aussi tout ce qui est mathématiques, industriel et intelligence artificielle. Puis tout ce qui est automatisation, combustion acoustique. Tout ça, en fait, ce sont des expertises dont on aura besoin pour vraiment faciliter et réussir notre transfert industriel. Donc les types de projets que l'on va réaliser, c'est vraiment articulé autour de la physique. Ça va être la physique au centre de ces activités, puis tout autour, les compétences connexes pour réussir le transfert industriel. La finalité, ça va être de pouvoir transférer un procédé avancé ou une technologie ou un produit technologique auprès de nos partenaires industriels. Les types de mandats que nous réaliserons, en fait, ça va être principalement tout ce qui est conception de produits technologiques ou développement de procédés de production. Mais on peut aussi faire des essais normatifs ou des essais sur mesure quand ça devient nécessaire, en fait. Au niveau des infrastructures, on a quand même 40 000 pieds carrés d'infrastructures qui sont équipés de laboratoires de très haute technologie, en fait, et des espaces qui vont être quand même pas mal polyvalents pour accueillir différents projets. Donc, on a des laboratoires de compatibilité électromagnétique, des laboratoires également d'électronique de puissance, laser, tout ce qui est développement électronique également, un laboratoire de combustion, puis on voit en bas à droite ici, vous aurez aussi tout un atelier de prototypage d'équipement. Donc, on va être capable d'accueillir des prototypes fonctionnels, voire des machines qui vont être transférées directement dans notre atelier ou nos laboratoires là, qui sont situés sur le côté de l'atelier.
Puis à la gauche de cette image, vous avez aussi toute la partie fabrication mécanique qui va nous permettre d'être autonome en fait sur la réalisation de nos projets. Et puis bien sûr, il y aura d'autres laboratoires qui sont diversifiés en fait, qu'on va pouvoir accommoder au fur et à mesure des projets. Pour les procédés laser, on a 3 laboratoires classés 1. On voit l'image en haut à gauche, ce sont les laboratoires qui sont équipés en fait de robots industriels de chez Fanuc et de sources laser IPG Photonics qui sont multi-kilowatts. Donc là, on va jusqu'à 20 kilowatts. On a une autre source laser qui sera à 2 kilowatts. Donc ça nous permet déjà de choisir la bonne puissance à appliquer. Sur ces robots, on est capable d'amener le faisceau jusqu'à la tête de procédé. Donc ça peut être une tête de découpe, ça peut également être une tête de rechargement laser. Les têtes wobblers, ce sont des têtes particulières qui sont capables de faire osciller le faisceau aussi sur la cible. Et des têtes scanner qui vont être vraiment pour balayer le faisceau à très haute vélocité sur la cible. Tout ça, il va y avoir aussi la gestion des fumées, des particules. Donc, on va gérer ces fumées-là qui peuvent être parfois nocives. Et puis, caractérisation aussi du faisceau pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire sur la pièce, caractériser vraiment l'outil avec lequel on travaille. Au niveau des infrastructures en métrologie caractérisation, donc on est équipé de microscopes à balayage électronique avec sonde EDS pour vraiment aller capter les atomes en surface et caractériser la présence d'oxyde ou autre. Des profilomètres 3D aussi, on est capable de faire un profil 3D de nos surfaces, donc c'est l'image que l'on voit ici en bas, ou des profilomètres, des microscopes classiques, soit en 2D, soit 3D, qui sont capables aussi de refaire un profil 3D. On a tout ce qui est laboratoire de micrographie pour étudier la métallographie finalement des matériaux que l'on va traiter. On a des salles grises aussi, des puissances mètres, analyseurs de faisceaux pour vraiment savoir la caractérisation de nos outils. En termes de laser, on a un parc quand même assez vaste. On couvre finalement pas mal de longueurs d'onde, que ce soit des lasers UV jusqu'au lointain infrarouge, en passant par les lasers visibles ou proches infrarouges. Ça nous permet vraiment de trouver le bon laser pour la bonne application. Donc on a cette possibilité de choisir la longueur d'onde, mais aussi le type de laser. Est-ce qu'il va être continu ou est-ce qu'il va être impulsionnel? Puis on descend avec des impulsions jusqu'à 200 femtosecondes. On va dans le régime nanosecondes également. Donc voilà, on a cette possibilité de vraiment choisir le bon outil pour l'application. Je reviens sur le polissage laser. Donc, je vais vous exposer un petit peu les motivations. Pourquoi on voudrait développer du polissage laser? Dans un premier temps, ça va être les motivations, puis voir un petit peu les principes du polissage laser, comment ça fonctionne. Ensuite, on verra un petit peu quelques expérimentations et observations qu'on aura fait au fur et à mesure de ces expérimentations, puis des résultats concrets de comment on peut utiliser aujourd'hui le polissage laser pour une application. Ensuite, on ira dans une conclusion et puis je vous présenterai un petit peu des perspectives pour aller plus loin que le polissage laser. Vous verrez qu'il y a des solutions peut-être intéressantes aussi pour l'industrie du moule. Donc, pourquoi on voudrait faire du polissage laser? Tout simplement, c'est un constat. Le polissage manuel qui est traditionnel, en fait, c'est quand même assez chronophage. C'est un procédé long qui va être manuel, puis qui va être aussi générateur de poussière. Donc, c'est quand même assez problématique de devoir gérer tout ça. Puis ça va être assez coûteux également. À ce temps de procédé, on va aussi rajouter des consommables. Donc les consommables qui peuvent être les abrasifs, qui peuvent être des solutions diamantées, c'est des consommables qu'il va falloir gérer aussi bien en coût qu'en évacuation aussi de déchets. Donc tout ça, ça fait qu'il y a des contraintes autour du polissage conventionnel et on va essayer de finalement pallier à ces contraintes-là avec le polissage laser. Donc les principaux objectifs, ça va être bien sûr réduire la rugosité. On va faire un polissage. La clé, ça va être la réduction de la rugosité de la pièce. On veut maîtriser aussi la fusion. Vous allez voir que c'est un procédé qui va faire fondre le matériau. Donc on veut maîtriser cette fusion, mais aussi la resolidification du matériau. Derrière tout ça, on va chercher à identifier les paramètres qui vont être fonctionnels pour notre procédé, de façon à pouvoir ensuite optimiser ce procédé. Donc c'est un petit peu la démarche que je vais vous présenter aujourd'hui. Ici, vous voyez typiquement le genre d'outil qui va être utilisé. Donc à droite, vous avez le robot qui tient une tête scanner. Ce scanner va permettre de balayer le faisceau laser sur la cible à très très haute vélocité. On parle de plusieurs mètres par seconde. Les principaux paramètres qui vont être étudiés ici, qui auront de l'importance dans notre procédé, le premier va être le taux de recouvrement. Donc le recouvrement, c'est un paramètre qui va être en fait entre chaque ligne balayée, le pourcentage de recouvrement d'une ligne à l'autre.
Donc ça, c'est le premier paramètre que l'on va étudier et surveiller. Le deuxième paramètre important, c'est ce qu'on appelle la densité de puissance. Donc mon faisceau laser, il a une certaine dimension ici. Donc c'est ce qu'on appellera la taille du faisceau, le spot size. Et puis, je vais appliquer une certaine puissance de mon faisceau laser. Donc tout ça, ça va me donner une densité de puissance. Donc cette densité de puissance va être un paramètre clé aussi dans le polissage laser. Le paramètre aussi du nombre de balayages, là, ce sera un nombre entier. Ça va être tout simplement le nombre de fois où je vais balayer, irradier finalement ma surface. Et puis le mode de soudage. Donc c'est un procédé de fusion. Là-dessus, je vais rentrer dans un mode de soudage qui va être différent en fonction de la densité de puissance. Plus ma densité de puissance, donc ma concentration de puissance sur mon faisceau va augmenter, plus je vais augmenter la température de mon substrat traité. Donc je vais passer d'une phase solide à une phase liquide en passant dans ce procédé de fusion. Si je continue à augmenter la densité de puissance, je vais aller échauffer un petit peu plus le substrat et l'amener dans sa phase de vaporisation. Donc là, ça va distinguer finalement nos deux procédés. Soit le mode de soudage en conduction ici, qui va s'opérer en phase liquide, ou le mode Keole, qui est en phase gazeuse. Puis nous verrons un petit peu les deux différences de ces procédés et l'impact que ça peut avoir sur la qualité du polissage. Puis le dernier paramètre que nous allons étudier là, c'est la vitesse de balayage, donc la vitesse avec laquelle je vais irradier finalement et déplacer le faisceau sur la surface. On parle de plusieurs centaines de millimètres par seconde ou mètres par seconde. Typiquement, pour faire du polissage laser, donc vous l'aurez compris, on va irradier de la surface par le faisceau laser dans le but de faire fondre une petite couche métallique, plus ou moins profonde en fonction de la rugosité, mais c'est ça la clé, on va faire fondre finalement en surface une partie du métal. En fondant, on va faire fondre des pics qui vont venir remplir les creux de la rugosité. Puis naturellement, il va y avoir des tensions de surface là, qui vont s'opérer dans le bain de fusion, qui vont lisser le métal pour amener finalement cette réduction de rugosité. Donc typiquement, notre faisceau laser, on va venir le balayer, on le lisait avec un certain recouvrement, puis faire fondre la surface. Les expérimentations qu'on a pu mener, donc les premiers paramètres, c'est justement l'influence du taux de recouvrement qu'on appelle overlap en anglais. Donc on a étudié cet impact du taux de recouvrement entre 60 et 90% par pas de 10% en fonction finalement de différentes puissances laser appliquées, mais avec une vitesse de balayage toujours fixe. Puis on s'aperçoit que pour des faibles taux de recouvrement, donc les courbes mauves et puis bleues, on a tendance à augmenter la rugosité par rapport à cette référence qui était jaune ici. En allant chercher finalement des taux de recouvrement élevés, entre 80 et 90%, courbe verte et rouge, on s'aperçoit qu'on diminue très facilement finalement la rugosité qui était en surface. Donc c'est le premier paramètre qu'on va pouvoir figer. On va travailler avec des taux de recouvrement élevés. Entre 80 et 90%, c'est vraiment la meilleure région de travail ici pour le procédé de polissage. Au niveau ensuite de la densité de puissance, donc la quantité de puissance sur la taille du faisceau, plus je vais croître cette densité de puissance, plus je m'aperçois d'une distribution vraiment disparate de mes résultats en termes de rugosité. Ici, par contre, sur des faibles densités de puissance, j'ai quand même une belle reproductivité finalement de mon procédé. Et ça, typiquement, c'est le mode de conduction. On sait que sur un acier inoxydable, c'est aussi documenté dans la littérature, en dessous de 1,2 MW par centimètre carré, on est dans un mode de soudage en conduction. Et au-delà de cette barrière, en fait, on va passer en mode Keole. Donc, cette phase vapeur, finalement, offre des résultats beaucoup plus disparates. On a tout intérêt ici à travailler en mode conduction. Puis dans les expérimentations, l'influence du nombre de balayages, le nombre de fois où je vais traiter ma surface. Donc ici, on voit très bien que par rapport à notre référence qui était autour de 200 nanomètres, traiter une fois la surface me permet quand même de diminuer la rugosité, mais si je fais un deuxième traitement, j'ai encore un petit gain à aller chercher, puis 5 traitements me permettent encore d'aller améliorer la rugosité de surface. Donc voilà, les principaux paramètres, ce seront ceux-ci. Le taux de recouvrement, la densité de puissance et le nombre de traitements de balayage que je vais faire sur ma surface. Donc le premier cas ici, c'est un cas qui a été étudié d'une forte rugosité sur un acier inoxydable, un 304L ici. Je suis parti avec une rugosité très élevée, autour de 6,4 microns. Donc une pièce qui avait été machinée, mais
très sommairement. La surface initiale, donc très rugueuse. Après traitement laser, on a ici le profil mesuré au profilomètre optique. On s'aperçoit qu'on a une rugosité qui est plus de 6,4 mais 0,6 microns. Donc on a quand même un gain assez intéressant ici et un temps de procédé qui va être autour de 200 secondes par centimètre carré. Donc pour ce cas d'application, mon faisceau était très petit, ce qui explique le 200 secondes par centimètre carré, puis on verra plus tard comment on peut optimiser ça encore. Le HAZ ici que l'on appelle, c'est le Heat Affected Zone, donc la zone affectée thermiquement qui va regrouper ici, dans notre cas, la zone fondue et la zone thermiquement affectée. Ce que l'on conclut ici finalement, c'est qu'on peut très rapidement casser la rugosité d'un ratio de 10 environ, ce qui peut être bénéfique déjà pour faire un pré-polissage de moule, voire même un polissage si cette rugosité est suffisante à 0,6 microns. Donc c'est un gain vraiment à aller chercher très rapide ici. Typiquement, la métallographie va nous donner ceci. On voit la première passe en profondeur ici qui nous a permis de casser rapidement cette rugosité. Donc on atteint environ 300 microns de zone fondue et zone affectée thermiquement. Puis une deuxième passe ici de finition nous a permis de vraiment aller chercher plus de brillance finalement dans notre pièce et de réduire encore un peu la rugosité. Donc deux passes dans ce traitement, un total de 200 secondes par centimètre carré, puis une réduction d'un facteur 10 de cette rugosité. Si je considère une pièce un petit peu plus conventionnelle, une pièce qui serait machinée, présente en général une rugosité entre 1,6 et 3,2 microns, ici, l'exemple qui a été pris, on est dans un intermédiaire à 2,2 microns. Donc, on voit très bien les stries d'usinage ici. Avant traitement, ça, c'est notre rugosité initiale. Après traitement, on voit très bien ici le bénéfice du traitement laser où on a réduit à 0,3 microns la rugosité de la surface. Donc cette fois-ci, j'avais moins de rugosité initiale. Ça m'a permis d'aller avec le même outil, même dimension de faisceau, un peu plus vite. Je suis plus à 200 secondes par centimètre carré, mais j'ai réduit à 120 secondes par centimètre carré. Puis aussi, la quantité d'énergie que je vais apporter est différente. Ici, j'ai réduit vraiment ma zone affectée thermiquement à 38 microns. Donc, c'est quand même un joli gain ici. Il y a très peu d'impact thermique sur la pièce. Ce que ça donne réellement, donc, c'est cette réduction par 8 ici, mais surtout une pièce qui a un effet polymiroir. Si je vous montre un petit peu la surface, on voit ici la pièce initiale avec les stries d'usinage. Puis la zone traitée ici, on la devine très bien. Elle est très réfléchissante en fait. Puis elle devient vraiment quasi miroir. Au niveau de la métallographie, voilà la métallurgie finalement de la surface. La zone affectée thermiquement et la zone fondue représentent environ une quarantaine de microns, puis pas de défaut ici au niveau des grains. Donc ça, c'était sur des aciers inoxydables, mais j'ai aussi étudié d'autres métaux. Ici, par exemple, un aluminium qui a été sandblasté. Donc on aperçoit très bien la rugosité créée par l'impact du sable. Et puis une rugosité initiale qui va être aux alentours de 1,8 microns. Avant traitement, donc j'ai 1,8 microns, puis après traitement, l'image de droite vous montre en fait une réduction d'un facteur 10 encore, pour atteindre une rugosité de surface qui sera autour de 0,2 microns. Ce qui va être intéressant aussi de vous montrer, c'est peut-être la possibilité de sélectionner les zones que l'on veut traiter. Donc on a cette possibilité d'aller chercher la zone à traiter, puis on aperçoit très bien ici la versatilité finalement du faisceau. On est capable d'aller chercher des zones très petites, avec la résolution du faisceau qui peut être de quelques dizaines de microns ou centaines de microns, puis aller traiter les zones qui m'intéressent. Donc cette sélectivité va être intéressante aussi si je veux préserver une arête. Je peux m'approcher de l'arête sans finalement dégrader cette arête-là. Puis ça va nous permettre de faire tout un tas de motifs. Donc on a aussi cette versatilité de pouvoir choisir le motif que l'on veut traiter. Si je veux faire finalement un polissage dans un cercle ou un carré ou un triangle, je peux réaliser finalement ce motif-là. Donc voilà, on n'a pas de limitation finalement dans les métaux. Puis on a une sélectivité. Et je vais transférer maintenant tous ces travaux sur un cas d'application un peu plus concret. On est allé chercher un insert qui était pour un moule. Cet insert est dans un matériau qui est de l'Envar. Puis j'ai étudié vraiment une très forte rugosité ici. Donc cet insert a été vraiment dégrossi en machinage avec des stries qui présentaient une rugosité supérieure à 12 microns ici initialement. Puis j'ai regardé mon procédé optimisé. Qu'est-ce qui peut aller faire en une passe, puis deux passes, puis trois passes. Donc ici, c'est le résultat en une passe. Vous voyez la surface ici non traitée de chaque côté de mon carré traité.
Puis la zone traitée se situe ici au centre. Donc, une fois traité, j'ai une réduction de la rugosité environ d'un facteur 7. Je passe de 12 microns à 1,8 microns. Mais ici, j'ai grossi mon faisceau et j'ai appliqué un peu plus de puissance laser pour aller chercher vraiment de la productivité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle plus de 200 secondes par centimètre carré. Ici, on est vraiment à 3, quasiment 4 secondes par centimètre carré pour aller traiter une très forte rugosité et obtenir ce gain d'un ratio 7. Donc ça, c'était à une seule passe. Si j'applique une deuxième passe finalement sur le traitement, on s'aperçoit que j'arrive encore à réduire un petit peu la rugosité. Le gain n'est pas linéaire, mais je passe d'une rugosité de quasiment 13 microns à une rugosité de 1 micron. Puis un temps de procédé qui a été doublé ici, j'ai fait 2 passes. Donc 7,5 secondes à peu près par centimètre carré. Là, ici, on distingue vraiment très bien la surface initiale puis la surface polie. Même si on devine encore un petit peu la rugosité ici, là-dessous, en dessous du traitement, on a un gain très rapide à aller chercher. En réalisant une troisième passe, voilà le résultat que l'on a pu obtenir. Donc, une rugosité qui est réduite en dessous du micron. Un temps qui est triplé, bien évidemment, donc 11,3 secondes par centimètre carré ici, mais ce qui nous apporte quand même une surface qui est relativement lisse, un beau polissage sans défaut, puis une réduction ici du facteur de rugosité d'un ratio de 13 finalement. Donc ça devient intéressant. Grossir le faisceau, amener plus de puissance m'a permis d'atteindre plus de productivité. Puis ce cas d'application, c'est vraiment quelque chose d'extrême, avec une très forte rugosité initiale ici que je viens vraiment casser rapidement. Malgré tout, je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients à la solution. Bien évidemment, vous l'aurez compris, on vient au point de fusion du matériau. Donc ça va induire finalement des contraintes de surface et des déformations qui peuvent apparaître. Surtout si on travaille sur des matériaux relativement minces, là les contraintes de surface vont très rapidement déformer le matériau. On peut avoir des défauts. Si notre procédé est mal maîtrisé, il peut y avoir des défauts métallurgiques, il peut y avoir des inclusions, il peut y avoir des fissurations. Donc ça, c'est tout un savoir-faire aussi du procédé laser de pouvoir rester dans cette zone de conduction pour limiter les défauts. Puis ensuite, en fonction du matériau qu'on va travailler, on pourrait avoir des limitations aussi. Puis, si c'est un matériau sensible à l'oxydation, bien évidemment, il pourrait y avoir des problèmes d'oxydation. Nous, on les a gérés avec un gaz neutre, finalement. Ici, on a travaillé sous argon. Mais dans certaines géométries, ça peut être difficile aussi d'apporter cette protection gazeuse. Lorsque je parle de déformation, typiquement, voilà, sur notre insert en N-bar, c'est sûr que là, on appliquait beaucoup de puissance parce qu'on partait d'une forte rugosité, mais voilà, typiquement, vous voyez la déformation qui s'est opérée ici sur la zone traitée, les contraintes de surface ont tiré finalement le matériau vers le haut. Donc, c'est le genre de limitation qu'on pourrait avoir dans les procédés ici. Plus on aura de volume à faire fondre, plus on va induire de déformation aussi. Par contre, il y a de vrais gains à aller chercher. Le premier, c'est vraiment le temps que l'on va avoir pour le traitement. On parle de quelques secondes ou centaines de secondes par centimètre carré. Comparé à un procédé qui est traditionnel, en fait, on parle plusieurs centaines ou milliers de secondes par centimètre carré généralement. Donc, il y a un gain quand même très intéressant ici à aller chercher. On a un outil aussi qui va être précis. On travaille avec la dimension d'un faisceau qui est typiquement de quelques dizaines ou centaines de microns. Donc, on peut aller chercher vraiment beaucoup plus de précision et d'accessibilité aussi. Si j'ai des zones qui sont difficilement accessibles à la main, le faisceau laser a peut-être plus de chances d'aller chercher au fond d'une cavité une zone qui serait à traiter. J'ai pas non plus de limite de matériaux, que ce soit un matériau tendre ou dur. Tant que je peux atteindre le point de fusion, ça atteindrait finalement ce procédé de polissage laser. Donc là aussi, c'est un avantage de pouvoir traiter tout type de matériaux qui soit dur ou tendre. Puis enfin, la versatilité, là, c'est vraiment pouvoir faire le motif qu'on le souhaite. Si j'ai juste une zone circulaire à traiter, je traiterai ma zone circulaire localement. Donc en conclusion, c'est ça, le temps de procédé peut être considérablement réduit en fait avec le polissage laser. Néanmoins, il va dépendre toujours de la rugosité initiale. Plus j'ai de rugosité initiale, plus je vais réduire ma vitesse de procédé aussi. Mais on a vu qu'en augmentant la taille du faisceau et puis la puissance du laser, on peut aller chercher encore beaucoup plus de productivité. On peut atteindre des pièces vraiment avec un joli polymiroir. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une belle finition. Ça va être vrai pour des faibles rugosités initiales. Là aussi, on voit qu'on atteint généralement un ratio de 10 jusqu'à 13 de réduction de rugosité. Donc, on comprend que plus la rugosité initiale est faible, plus je vais tendre vers un polymiroir.
J'ai la possibilité donc d'avoir un polissage sélectif, d'aller chercher les angles que je veux traiter, faire des motifs géométriques si je le souhaite, mais j'ai aussi résolu le problème de la gestion des poussières. Donc là-dessus, c'est aussi un avantage du polissage laser par rapport au conventionnel. Puis, si j'ai une rayure ou quelque chose à traiter, je suis capable d'aller identifier cette rayure et puis suivre vraiment la trajectoire de la rayure pour ne traiter que la surface nécessaire et là aussi gagner en productivité. Donc voilà un petit peu les avantages du polissage laser. Puis, une question peut se poser, c'est que se passe-t-il si jamais je fais varier la puissance pendant que je balaye ma surface? Donc la puissance du laser, qu'est-ce que ça pourrait induire sur la surface? En fait, je vais toujours chercher à rester entre le point de fusion et le point de vaporisation là, dans ma zone de conduction thermique pour pouvoir garder un bon procédé en fait stable, sans défaut et puis productif. Puis en faisant varier cette puissance entre ces deux intervalles, je vais faire varier aussi le volume du bain fondu. Puis il y a des mouvements de convection en fait dans ce bain fondu qui vont me permettre de pousser la matière en avant ou en arrière. Donc en faisant ça, finalement, je suis capable de déplacer la matière. Typiquement, en balayant ici de gauche à droite, j'ai envoyé la matière qui était à droite ici. Puis on voit très bien, en fait, sur l'échelle ici d'un millimètre, j'ai atteint finalement un déplacement de matière jusqu'à 1 millimètre ici dans ce cas-là. C'est pas un seul balayage qui m'a permis d'avoir ça, c'est vraiment une accumulation finalement de balayage. Donc c'est possible d'avoir une accumulation, puis on voit très bien que c'est reproductible. Ici, mon mur va rester très droit. Et l'avantage de tout ça, c'est que c'est toujours en phase de fusion, en phase de conduction finalement. Donc je garde aussi les mêmes avantages que le polissage laser, c'est-à-dire un effet qui va être polymiroir ici en surface de la zone déplacée. Donc qu'est-ce que je peux faire avec ça à part des murs? En fait, je peux balayer très rapidement une vitesse, déplacer la matière pendant qu'elle est en phase liquide pour générer des motifs. Donc ici, vous voyez par exemple un effet texture de cuir qui pourrait être appliqué sur un dashboard ou quelque chose comme ça, un tableau de bord d'un véhicule. Et c'est très productif. Vous voyez, 7 secondes par centimètre carré pour traiter cette texture avec beaucoup de détails ici. Vous voyez les petites veines du cuir pourraient être reproduites en fait par déplacement de matière. Une peau de crocodile ici qui a été reproduite aussi avec quasiment les mêmes vitesses de procédé, 7 secondes par centimètre carré. Donc ici, on est sur des motifs peu profonds, mais si je veux chercher plus de profondeur, je peux reproduire mon procédé comme le polissage finalement plusieurs fois et aller chercher beaucoup plus de relief, ici à 0,2 mm de profondeur, tout en gardant un temps quand même assez intéressant, 27 secondes par centimètre carré pour générer ce motif d'ondulation sur un stainless ici ou ici par exemple sur un aluminium, ou encore une fois j'ai cherché un faisceau plus gros et plus de puissance pour réduire finalement le temps de procédé. Donc ici 3 secondes par centimètre carré pour générer ce motif. Donc voilà, c'est un petit peu une perspective pour améliorer le polissage laser, aller un petit peu plus loin, ce que l'on appellera ici la structuration laser. Donc on peut aller chercher des détails qui peuvent être fins, qui peuvent être profonds, ou qui peuvent être les deux aussi, fins et profonds à la fois. Tout ça, ça nous permet de garder l'aspect poli finalement, parce que c'est un dérivé du polissage laser. Donc on garde les avantages du polissage laser ici, et les inconvénients aussi bien évidemment. Puis c'est un procédé qui va être très rapide, quelques secondes par centimètre carré peuvent suffire pour générer des profils quand même assez profonds. Puis comme on est un dérivé du polissage laser, encore une fois c'est un procédé qui n'est pas ablatif. On va déplacer la matière, donc on s'affranchit de toute poussière qui pourrait venir contaminer finalement l'environnement de travail. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui conclut aujourd'hui ma présentation, puis j'espère que ça vous a inspiré. Si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Merci Christophe. On va rentrer dans la période des questions, effectivement. C'est que si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser oralement ou dans le chat. En attendant, moi j'en aurais peut-être une. Est-ce que le système laser demande de la maintenance et quelle est sa robustesse et durabilité? Alors c'est une excellente question. En fait, le type de laser qui a été utilisé ici, ce sont des lasers que l'on appelle laser fibre. Donc ce sont des lasers qui sont très robustes, qui sont pas dispendieux. On parle maintenant de quelques milliers de dollars pour avoir une source laser suffisamment puissante pour ce procédé, et surtout qui ne demande pas de maintenance. Donc généralement, c'est quelque chose qui n'a pas de consommable. Sur la tête de procédé, il peut y avoir une petite fenêtre de protection pour protéger des poussières ou des choses comme ça qui pourraient être éjectées du bain de fusion éventuellement. Donc ces petites particules, mais c'est des petits consommables qui, si le procédé est bien stable, ne vont pas s'endommager. Donc je dirais que c'est quasiment sans maintenance
Il y aura simplement le coût électrique après d'exploitation. C'est des sources qui font 1 ou 2 kilowatts sont largement suffisantes et qui vont consommer peut-être 4 ou 5 kilowatts électriques à plein régime. Est-ce que la solution, elle pourrait être robotisée ou automatisée? Oui, 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 tout à fait. En fait, on l'a vu sur quelques images. En fait, au tout début de la présentation, je montrais la tête scanner qui était montée sur un robot. Donc aujourd'hui, effectivement, la plupart des géométries que je vous ai présentées étaient des géométries 2D, mais finalement, c'est tout à fait possible. Il y a des solutions logicielles et technologiques qui nous permettent de monter sur un robot la tête scanner, puis de vous bouger finalement autour d'une géométrie 3D, suivre cette géométrie et avoir un procédé 100% robotisé, aussi bien 2D que 3D. Donc c'est quelque chose qui est très facile à transférer dans une solution complètement robotisée. Ouais. Ok, merci. On a une question dans le chat de Samuel Paradis. 1064 nanomètres et la fréquence. Effectivement, ouais, on est autour de 1064 nanomètres. Alors les lasers à fibre, généralement, sont à 1070, donc très proche du 1064. Puis là, pour éviter d'avoir un procédé qui dépendrait d'une fréquence, on est allé chercher un laser continu. Donc il n'y a pas cette notion de fréquence, il va toujours émettre en continu. Puis ça va nous permettre de garder notre bain en fusion et le plus stable possible pendant tout le procédé. Donc ce qu'il faut retenir, ouais, le laser à fibre, c'est 1070 nanomètres et continu ici dans ce procédé. Merci. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Là, je vois que tu as mis ta carte là, donc j'imagine qu'on peut te contacter directement par courrier si jamais les participants avaient des questions. Oui, j'ai laissé mes coordonnées justement si des questions arrivent dans quelques jours ou mois, peu importe. Sentez-vous libre de me contacter, soit par courriel, soit au numéro qui est affiché. Puis ça me fera bien plaisir de vous montrer un petit peu les possibilités, discuter un petit peu de vos problématiques et puis voir s'il y a une solution vraiment à tout ça. Bah écoute, c'était vraiment intéressant. C'est ça, j'invite les participants à te contacter au besoin. Puis je te remercie pour cette présentation. Merci à tous pour votre attention, puis merci aussi pour l'opportunité à Alliance Polymère Québec. Bonne journée à tous. Bonne journée.